suis venu vous parler d'IA. Déjà, merci Benoît, merci Amélie, pardon, pour vos interventions. Et merci d'avoir utilisé Merci la gang et on jase. Vous avez compris, je ne suis pas marseillais ni breton. Je suis québécois, mais j'habite depuis plus de 10 ans en France et essentiellement à Bordeaux. Voilà. Et donc j'ai un parcours un peu bizarre, en tout cas qui est bizarre pour un parcours français, mais qui est totalement normal pour un parcours nord-américain. Je suis diplômé en ingénierie et en Sciences Po Relations internationales. Voilà. Et j'ai appris le développement R à la maîtrise en Sciences Po. Voilà. Donc j'ai fait du basique en ingénierie et du R en Sciences Po. Je suis venu, voilà. C'est des parcours qui sont normaux dans l'espace anglo-saxon, mais qui sont complètement bizarres en France. Bon, voilà, c'est comme ça. J'ai passé les 10 dernières années à accompagner des startups et des scale-up françaises dans leur accélération en Europe et aux US. Et en fait, après 10 ans et une rupture conventionnelle, j'ai lancé mon activité comme freelance. Donc là, je vois, j'ai mis mon petit logo, ben, mon petit nom juste en bas et tout. Je l'ai appelé Érable Studio. C'est un petit tribute à Montréal et aux arts décisionnels qui sont à la base de l'IA. Voilà, c'est métaphysique. Mais voilà. C'est ça. Et en fait, voilà, il faut un nom. Bref. Et en fait, à la base, je me suis dit, je vais aider des PME, des ETI, trucs un peu poussiéreux, voilà, à scaler leurs ops en Europe et aux US pour dire, je suis prêt à mur. Et en fait, et en fait, au bout de quelques mois, à errer comme ça, j'ai commencé à donner des cours à l'INSEC, à l'EFRE, tout ça, plutôt en stratégie d'entreprise. Et en fait, je me suis dit, en fait, je voyais tous ces étudiants et étudiantes utiliser les nouvelles technologies, mais super mal, en fait. Ils étaient en mode, genre, ouais, j'utilise l'IA, j'utilise... En fait, tu poses les mauvaises questions, forcément, tu as les mauvaises réponses. Et en fait, j'ai commencé à intégrer de l'acculturation technologique dans mes cours. Et en fait, en gros, on m'a un peu identifié comme le vulgarisateur de l'IA en fait pour les étudiants et in fine pour les boîtes et tout ça. Donc là, maintenant, ça y est, je suis grand, je suis certifié IOP, je fais des formations d'entreprise, tout ça. Voilà. Mais voilà. Et en fait, j'ai une approche un peu hybride aussi, un peu à l'image de mon parcours, c'est-à-dire que en fait, moi, je m'intéresse pas beaucoup aux solutions, je m'intéresse plus aux problèmes. Euh, voilà. Et en fait, je trouve que et c'est d'ailleurs le fait de m'intéresser aux problèmes qui m'ont permis en fait de faire vraiment accélérer la croissance la croissance de Flow parce que en gros vous la fait courte hein, mais c'est une scale up en série A que j'ai rejoint en 2021 après une levée de 15 millions de dollars et l'idée c'était de passer de 20 à 150 collaborateurs en l'espace de 2 ans. Voilà. Et en fait, il n'y avait pas de fonction RH, il n'y avait pas de fonction recrutement et tout ça. Donc, on est structuré, on est passé sur l'hypercroissance pendant à peu près un an. Et après, donc on est passé de 20 à 70 collaborateurs euh, en un peu moins d'un an, en divisant par 10 le budget recrutement, en divisant par 4,5 le délai de recrutement moyen. Et voilà. Le tout en étant seul et en recrutant une personne au bout de 6 mois. Et en fait, on me dit, mais t'as bossé comme un fou? Non, pas du tout. J'ai juste opté non pas pour l'efficacité, mais pour l'efficience. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler d'efficience. Voilà. Parce qu'en fait, je vous ai mis cette photo de Chirac quand il a pris la mairie de Paris. Et en fait, j'ai mis une photo. Je trouvais ça un peu collector. Voilà. Mais en fait, c'est pas pour vous plaire de Chirac, c'est juste parce qu'en fait, là, dans les mois qui vont venir, on va vous parler d'efficacité à toutes les sauces. L'efficacité de l'État, l'efficacité des entreprises, on n'est pas efficace. Donc en fait, vous allez beaucoup entendre, ah, on manque d'efficacité, il faut mettre de l'IA pour être plus efficace. Et donc, je vais faire mon québécois de service et je vais vous parler de l'Office québécois de la langue française. Voilà. En fait, on confond souvent deux choses. Le premier, c'est le rapport entre les résultats obtenus et les objectifs fixés. Ça, c'est l'efficacité.
L'efficience, c'est le rapport entre les résultats obtenus et les ressources utilisées pour les atteindre. Et en fait, très souvent, on se fait une fixation sur on a des objectifs qui sont là et on est là. Donc du coup, il faut bosser plus. Il faut plus de temps, plus d'argent, des plus grosses équipes et tout ça. Moi, dans le cas d'Upflow, concrètement, si je veux passer de 20 à 70 personnes, recruter plus vite, etc., si je suis dans une pure logique d'efficacité, je suis en burn-out. Ok, c'est-à-dire que je dois bosser comme un fou furieux et tout ça. Et en fait, j'ai plutôt opté pour l'efficience, ce qui m'a permis, bon là, ça va être difficile sur Internet ou pas. Bon, au bout de quelques mois, le système était tellement efficient que je pouvais aller jouer au golf le mercredi. Okay. Et je faisais des sorties vélo tous les vendredis matin en gravel. Okay. Donc, couper ça au montage. Voilà. Mais ce que je veux dire, en fait, c'est que, en fait, au lieu de dire, je vais travailler plus, l'idée, c'est de dire, en fait, comment est-ce que je peux travailler mieux? Okay? Et en fait, c'est cette même logique que j'ai opérée. Donc, au bout d'un an, mon rôle est passé de directeur du recrutement à DRH, un peu de facto, voilà. Donc, on n'avait toujours pas de fonction RH. Et en fait, on avait viré la seule personne qui gérait la partie administrative du personnel, etc. Donc, il faut comprendre que, donc, en fait, pour moi, faire de la modélisation mathématique, etc., pour moi, c'est simple. Remplir un CERFA, pour moi, c'est compliqué. Ok, je suis la pire personne pour faire de l'administration dans une boîte. Je me suis ramassé du jour au lendemain à gérer la paye d'une boîte de 70 personnes dans 4 pays européens, 5 États américains et puis des freelances un peu partout en Asie. J'avais jamais regardé ma propre fiche de paye. Je savais même pas comment ça marchait. Moi, ces genres de trucs, ça m'intéresse pas. Je n'ai aucun intérêt pour le sujet. Ça me saoule. Et en fait, on dit, bon, écoute, Antoine, c'est pas compliqué. Soit tu sautes, parce que du coup, on fera plus d'hypercroissance, parce qu'on n'arrive pas à lever une série B, donc voilà. Soit tu deviens, en gros, le poste de DRH, en fait, il est vacant depuis 1 an et tout. Si tu veux, c'est ce qui se rapproche de plus, donc voilà. Et je dis, écoute, moi j'aime bien être ici, hein, je suis bien payé, j'arrive à gérer mon temps comme je veux, les performances sont au rendez-vous, magnifique. Et en fait, j'ai hérité d'un scope qui était absolument pas structuré. Et donc, je me suis ramassé à gérer, ouais, ma charge de travail, elle est passée à peu près à 12 à 15 heures par jour. Déjà, je devais apprendre un métier que je ne connaissais pas, qui ne m'intéressait absolument pas. Ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième point, en fait, c'est que quand vous venez de virer 20% de la boîte, pardon, ce sont des ruptures conventionnelles, voilà, quand vous êtes départi de 20% de la boîte sans crier gare, autant vous dire que le climat social est quand même dans une tension absolue, quoi. Donc en fait, vous passez d'une situation où vous êtes détendu, où tout est efficient, on tournait sur HB notamment, qui est l'ATS utilisé par Alan aussi. J'avais tout automatisé, tout roulé tout seul, quoi. C'était bien, hein, je faisais un petit check une fois de temps en temps, voilà, merci, bonsoir, quoi. Mais voilà, et en fait, je passe du paradis à l'enfer. Et en fait, la logique voudrait qu'elle dise, bon, ok, aujourd'hui, je dois bosser 12 heures, mais si je bosse 13 heures, ça va aller mieux, etc. Et en fait, ça, c'est une logique d'efficacité. Et une logique d'efficience, c'est complètement différent. Et l'un n'est pas égal à l'autre. L'efficacité n'égale pas l'efficience. Et ça, je veux vraiment que vous l'ayez en tête, parce que, en fait, on entend souvent des exemples. Moi, je le vois, parce qu'aujourd'hui, en fait, moi, c'est mon pari, hein, c'est-à-dire, après 10 ans de Startup Nation, moi, j'ai envie d'aller bosser dans des boîtes industrielles ou envoyer ou faire une macro sur Excel, ça relève de la science. Okay? Voilà. Donc, moi, je sors d'un univers 100% numérique. J'ai envie d'aller, en fait, d'aider des boîtes qui ont peu de culture tech à prendre le virage de la tech. Et, euh, et en fait, quand on voit des exemples comme Alan, BossBud, Upflow, c'est un peu dans les mêmes esprits, quoi. Upflow, c'est une scale-up qui est issue du startup studio Exa, eFounders. Ils ont produit 4 licornes sur 25 en France, quoi. Donc en fait, vous êtes sur une culture de l'ingénierie, de la communication asynchrone, de l'hyper-performance, tout est ultra bien processisé, culture de l'efficience de fou, quoi. Et en fait, quand vous arrivez des fois dans des boîtes où, en fait, ça fait 30 ans qu'ils font un truc qui est inefficient au possible, en fait, c'est compliqué, quoi.
Ok. Et en fait, on voit très souvent, en fait, on se dit, attends, nous, on est là, on regarde Alan, on regarde BuzzBud, on regarde Back Market, etc. Et on se dit, attends, la marche, elle est quand même hyper haute, quoi. Et c'est vrai, la marche, ça peut être hyper haute dans certaines organisations. Et en fait, prendre le pari de l'efficience, c'est aussi prendre le pari de commencer petit. C'est-à-dire, on n'est pas obligé de sortir la grosse Bertha tout de suite pour se sortir la tête de l'eau. Ok. Et en fait, ce que je vais vous donner des exemples avec des histoires et ça, mais en fait, ce que je veux ancrer chez vous, en tout cas, ou faire naître comme réflexion chez vous, c'est que l'efficacité ne mène pas nécessairement à l'efficience, mais les gains d'efficience se traduisent souvent dans des gains d'efficacité. En fait, être capable de faire mieux avec moins nous permet in fine de faire plus. Et ça, pour le coup, c'est une c'est une idée qui est super importante à garder en tête parce qu'à l'ère de l'IA, on se dit, oh, on va pouvoir faire tellement plus de choses, on va pouvoir, on va passer de 2 devs à 12 parce qu'en fait, on aura 2 devs humains et 10 devs IA et c'est génial et tout, on va pouvoir en faire plus. Ça peut être un miroir aux alouettes, ça peut être un piège. Ça peut être un piège. Euh, En fait, ces outils-là sont quand même d'une puissance assez phénoménale. Le seul problème, c'est qu'à part, généralement, à part les modèles d'Anthropic, Claude Opus, Sonnet et Haiku, généralement, la machine nous répond, même si elle a tort. Et ça, c'est un problème. C'est-à-dire, en fait, substituer les humains par des machines, c'est souvent faire passer des problèmes d'une petite échelle à une très très grande échelle. Par contre, on peut utiliser l'IA pour revoir nos processus, pour revoir notre façon de travailler. Pardon, excuse-moi. Je voulais... Ouais, excusez, j'ai vraiment l'habitude de bouger comme ça. Voilà. Euh... Bonjour. Bonjour à la régie. Euh... en, fait, on peut utiliser l'IA comme partenaire de réflexion stratégique pour prendre de la hauteur en disant, en fait, nous, là aujourd'hui, notre output, il est là. On regarde l'output de nos concurrents qui est là. IA, dis-moi comment je pourrais simplifier mes processus. Comment je pourrais simplifier mes procédures. Comme ça, ouais. Comment je pourrais simplifier mes processus. Comment je pourrais simplifier mes procédures. Comment est-ce que je pourrais être plus efficient. De manière à être plus efficace. Je vais vous donner mon exemple. Donc, comme je vous ai dit, je suis parti d'une situation où, en gros, j'ai tout monté de A à Z, la fonction recrutement et tout. Donc, le pari de l'efficience, il était pris depuis le début. Et en fait, donc quand je me ramasse sur le scope RH, j'ai une problématique. Donc, comme je vous dis, je suis à 2 doigts du burn-out. Je suis sur un périmètre que je ne maîtrise pas, qui ne m'intéresse pas plus qu'il faut. En fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est la stratégie RH, c'est pas la gestion de la paye. Hein. Clairement, ça m'intéresse pas et ça m'intéressera jamais. Voilà. Et en fait, je me souviens, j'avais eu un débat avec Philippe, mon collègue qui était VP Engineering, le patron de la tech, quoi. Et en fait, Philippe me dit, Antoine, ça serait génial d'implémenter un outil de ticketing pour suivre les demandes des collaborateurs. Et je dis, Philippe, c'est une super idée, mais j'ai pas 5 minutes par jour pour aller me faire un café. Donc là, ça va être chaud. Ça va être très très chaud. Tu penses à quoi? Écoute, nous dans la tech, on utilise Jira d'Atlassian, que vous connaissez tous, hein, j'imagine. Voilà. On utilise Jira. Ok, bon, j'en ai entendu parler. J'ouvre le truc, tu sais, je regarde la doc, je fais tabarnak. Non mais vraiment, hein, je me dis pas, oh bordel, je dis tabarnak, qu'est-ce que c'est ça, ce truc? Pas possible. Je dis, attends, je suis, encore une fois, si j'avais 3 mois à temps plein pour le faire, bon, pourquoi pas. Mais bon, déjà, je suis complètement pressurisé, j'ai des équipes pressurisées, et en plus de ça, il va falloir que je forme des gens à utiliser un outil, donc en fait, le risque de perdre des gens en cours de route, bref, on est parti pour un tour, ça va durer 2 ans, cette histoire. Voilà, bon, bref. Et en fait, souvent, c'est ça, en fait. On cherche des solutions avant d'essayer de comprendre la nature des problèmes auxquels on fait face. Et là, c'est le politologue qui, je mets mon chapeau de politologue, mais voilà. En fait, très souvent, on est dans une culture du techno-solutionnisme.
C'est-à-dire, en fait, j'ai un problème, il me faut une solution, souvent tech, j'ai une solution, bam, j'implémente une solution, j'ai réglé mon problème. Et en fait, si j'ai pas bien défini mon problème à la base, ben, peut-être que je suis en train d'implémenter une solution qui, au final, va être très coûteuse en temps, en énergie, etc. Puis peut-être même peut complètement passer à côté de la plaque. Donc, qu'est-ce que j'ai fait très simplement à l'ère de l'IA? En fait, je me suis juste posé des questions, toutes simples. J'ai 150 requêtes par jour. J'ai 150 demandes de collab et tout sur des questions diverses et variées. Il y a deux façons de prendre le problème. La première, c'est sur l'efficacité, c'est-à-dire comment est-ce que je fais pour répondre plus rapidement aux 150 demandes. L'option efficience, c'est pourquoi j'ai 150 demandes et pourquoi j'en ai pas juste 4. Voilà, ok? C'est juste prendre le problème à l'envers, hein? C'est juste dire, attends, pourquoi ces gens-là m'écrivent? Bon, aujourd'hui, est-ce que je suis capable de répondre à cette question? Non. Parce que j'ai pas de ticketing. Attends, les gens m'écrivent. Mais ils m'écrivent, ils me communiquent avec différents canaux. Des SMS, WhatsApp, Slack, etc. Bon, est-ce que c'est plus simple de monitorer un canal ou 12? Un. Mais du coup, je vais tuer les 11 autres. Donc, règle très simple, aucune requête n'est prise en compte si ce n'est sur cette adresse mail partagée, dédiée au sujet RH. Tu m'envoies un Slack, ça n'existe pas. Tu m'envoies un WhatsApp, ça n'existe pas. Tu me tapes dans le dos, ça n'existe pas. Je répondrai jamais, même si c'est pour avoir tes droits au chômage, je te réponds pas. Voilà, donc c'est ultra brutal, mais au bout de 2 jours, les gens comprennent. Ok? Et donc la première question, c'est pourquoi est-ce qu'on me pose la question? Bon, je peux pas répondre parce que j'ai pas de monitoring. Pourquoi j'ai pas de monitoring? Bah déjà en fait parce que en fait j'ai trop de canaux à monitorer. Donc ok, bon bah, j'enlève les canaux à monitorer. Maintenant j'ai un canal. Ok, super. Du coup j'ai une boîte mail. Mais c'est pas un outil de ticketing. En fait des mails c'est des tickets. Hein. Concrètement c'est des tickets. Hein. Ça a un objet, ça a un texte, ça a un suivi. Hein. Donc qu'est-ce que tu fais? Bah tu prends un échantillon, tu fais un gros copier-coller, balance ça à ChatGPT. Miroir, miroir, génie, génie. Quels sont les principaux sujets évoqués selon selon en fait, voici une série de doléances quoi. Quels sont les dénominateurs communs à ces doléances? En fait, parce que très souvent les gens ils s'expriment, bah, que ce soit avec leur langue maternelle ou avec leur propre biais, etc. Et en fait, bah, c'est compliqué. En fait, vous allez avoir une collaboratrice qui va vous poser des questions sur ses droits en congé mat. Vous allez avoir un collaborateur qui va vous dire oui, mais du coup mes RTT est-ce que je les perds à la fin de l'année, etc. Moi dans mon cas par exemple 80% de mon flux venait d'un manque de clarté sur la politique de congé de la boîte applicable dans le cas de congé mat, congé parental, RTT, ce que vous voulez, mais en fait 80% de mon flux venait de là. C'est une raison très simple, c'est qu'en fait quand on était en hypercroissance, la plupart des collaborateurs avaient moins d'un an d'expérience. En fait, on avait viré les gens en fin d'année, donc en fait, vente panique, qu'est-ce qui va se passer de mes RTT? Je vous la fais courte, mais voilà, ok. Et en fait, donc, prise de hauteur. Donc, là, pour le coup, là, l'IA ne me sert qu'à faire de la catégorisation ultra bateau. Hein. C'est-à-dire, je t'envoie un flux de données, peux-tu me sortir les 2-3 tendances principales? Ok. Une fois que j'ai les 2-3 tendances principales, ben, je fais la loi de Pareto. Hein. Je vois, en fait, où est-ce que je peux faire 20% d'efforts pour 80% de résultats. Bon, moi, dans mon cas, j'ai identifié mon premier sujet. Et en fait, si j'ai une approche vraiment micro en mode Micheline, c'est une scale-up parisienne, donc personne ne s'appelait Micheline dans la boîte. Mais, voilà. Mais j'ai Camille qui me pose telle question, j'ai Clémentine qui me pose telle question, j'ai Hugo, j'ai Oleg, etc. Bon bref. Et en fait, au lieu d'avoir une approche micro en me disant vite, 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 il faut mettre de la puissance de feu parce qu'en fait, ça tire dans tous les sens. Et en fait, attends, je prends du recul. Ok, bon bah quel est le plus gros caillou dans la chaussure et comment je peux aller le régler de manière la plus simple. Donc en fait, concrètement, j'ai fait que de la réécriture de process interne. J'ai fait de la réécriture de process interne hyper simple. Bon, c'est un peu long parce qu'en fait, au début, bon bah déjà, il faut que tu trouves quel est ton problème, etc. Mais en fait, et j'ai fait ça de manière itérative, c'est-à-dire en fait, donc j'ai attaqué un premier sujet, ensuite un deuxième sujet, c'était en fait, on n'avait pas de registre du personnel, très compliqué quand même à piloter tout ça. Donc en fait, je suis allé chercher des petits gains incrémentaux comme ça pour passer d'une charge de boulot d'à peu près 12 heures par jour en moyenne, hein, sur les pics, les journées de l'enfer commençaient à 7 heures du mat et des fois ça terminait à 3-4 heures. Ça c'était horrible. Sinon, une journée normale, c'était 12 heures.
Et en fait, je suis passé de 12 à 10, de 10 à 8, de 8 à 6, de 6 à 4, et à la fin, mon job me prenait après 2 heures par jour. Et c'est à ce moment-là qu'on me dit, bon, ben, du coup, tu vas voguer vers de nouveaux horizons. Voilà. Parce qu'en fait, à la base, en fait, moi, j'avais dit qu'un job de DRH, tu sais, de gestion administrative du personnel, ça m'intéressait pas. C'est plutôt la stratégie, la politique RH, etc. Bon, il s'avère que tu vas pas non plus. J'étais en train de, j'avais fait des simulations financières pour étendre le congé parental à New York avec des crèches sponsorisées, etc. Alors, en fait, on me dit, écoute, là, on n'arrive pas à lever. Rien de tout ça n'existera pour l'instant. Voilà, on va faire de l'RH administratif basique et puis tout ce qui est plan de carrière, gestion des talents, etc. Moi, mon KPI principal, c'était la densité de talent. Et en fait, on dit, mais là, en fait, on n'est plus du tout là-dedans, quoi. Je veux dire, là, en gros, c'est faut exécuter, survivre et jusqu'à ce que la boîte est à l'équilibre, même rentable. Donc, voilà, c'est bien passé, ça s'est bien terminé, mais voilà. Mais en fait, voilà, ce sur quoi je veux vous sensibiliser, c'est que, en fait, très souvent, on est omnubilé par les solutions à mettre en place sans être complètement obsédé par les problèmes qu'on doit résoudre. Et en fait, très souvent, on prend le parti de l'efficacité et juste un petit pas de côté, en fait, nous permet de prendre le parti de l'efficience et en étant plus efficient, c'est-à-dire en consommant moins de ressources pour arriver exactement au même résultat, ben en fait, on est capable, par ressources disponibles, de générer plus d'output. En fait, c'est juste faire un pas de côté pour réattaquer un problème et in fine être plus efficace. Moi, voilà, et des exemples comme ça, j'en ai plein. Là, je vous donne mon exemple perso sur la fin de diplôme. Mais là, aujourd'hui, je conseille, je forme en entreprise et tout. Je fais des diag 360, humains et technologiques. Après, des formations IA sur mesure. Et à la fin, pour ceux qui en ont besoin, c'est vraiment du dev et du prototypage sur mesure et tout ça. Mais en fait, on se rend pas compte à quel point à vouloir trop être focus sur la solution, en fait, on en oublie complètement le problème à résoudre, quoi. Et en fait, parfois, la meilleure solution, c'est surtout tout le monde ferme son ordi, sortez un tableau blanc et faites de la philo, quoi. Je veux dire, faites de la philo, dire, ok, mais pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est comme ça? Et aller vraiment à la racine des choses. Et on se rend compte que parfois, en fait, quand on réfléchit, on prend de la hauteur et on va à la racine des problèmes, ben, en fait, on est capable de faire 10 fois plus avec 10 fois moins, quoi. Donc voilà, c'était juste une réflexion, parce que là, vous allez l'entendre ad nauseam 10 fois par jour jusqu'aux élections municipales. Faut être plus efficace, on n'en est pas pour notre argent, faut couper, faut monter. Hein. Ça c'est un discours d'efficacité, c'est pas un discours d'efficience. Et en fait, dans vos entreprises, si vous n'êtes pas au niveau d'Alan ou BossBot en termes d'organisation, de culture, une organisation très matricielle où en fait tout est hyper rapide, hyper véloce, etc. Si vous n'êtes pas du tout dans cette situation-là, il y a vraiment de l'espoir, quoi. Vous allez juste à la racine des choses. Une affaire super simple à mettre en œuvre. C'est par exemple, je sais pas c'est quoi le contexte dans vos boîtes, mais moi, très souvent, moi, comme je conseille des entreprises qui sont un peu plus tradies, c'est on passe trop de temps en réunion. Pourquoi? Et en fait, quand tu creuses, tu te rends compte qu'il n'y a pas de framework de réunion. En fait, il n'y a pas de cadre. En fait, il n'y a pas de guidelines. Donc en fait, les réunions commencent, mais tu sais jamais quand est-ce qu'elles se terminent. Et en fait, nous, par exemple, chez Upflow, c'est un truc très simple. Une réunion, ça durait 20 minutes. S'il n'y avait pas d'ordre du jour, il n'y avait pas de réunion. Et s'il n'y avait pas de décision à la fin, eh ben en fait, il n'allait pas avoir de deuxième réunion. Et donc, bah, forcément, si tu bosses comme ça, avec un cadre super clair, en mode, bah, une réunion, c'est 20 minutes, c'est un ordre du jour, et puis basta. Et comme, bah, surprise, surprise, vous passez de 25 heures de réunion par semaine à 1 heure et demie. Voilà. Et là, il n'y a pas d'IA dans l'histoire. Par contre, il y a une compréhension du problème. Et je vous le dis parce qu'aujourd'hui, la capitalisation des GAFAM, c'est ce qui tire la bourse américaine. Hein. On va pas se leurrer. Hein. Aujourd'hui, l'économie américaine, c'est essentiellement sur la tech. Et donc, marketing
autour des solutions technologiques, autour de l'IA. C'est prends ma solution, prends ma pilule, prends mon truc, prends mon jouet, vas-y, mets-le dans ta boîte, mets-le dans ta boîte. En fait, on est inondé de pubs, de solutions tech. Et en fait, à trop courir la solution, on en oublie les problèmes à résoudre. Et en fait, c'est à ce moment-là où vous rentrez dans un espèce, il y a des techs dans la salle, vous rentrez dans cette espèce de tunnel d'essayer de nouvelles technos, des nouveaux frameworks, etc. Tu ressors 6 mois plus tard, putain, qu'est-ce qui s'est passé? Okay. Vrai ou faux? Cédric, vrai ou faux? Vrai, voilà. Merci, je te fais un Lydia si tu veux. Ok, mais voilà. Donc voilà, c'est juste une réflexion un peu plus d'ordre philo, quoi. Mais je pense qu'il est super importante parce que en fait là, l'ère de l'IA ne fait entre guillemets, même si ça fait depuis 1956 hein, que l'IA existe, voilà. Mais en fait, l'adoption et la plébiscitation, bref, la promotion quoi par les utilisateurs en fait va être de plus en plus forte. Et en fait, c'est important de ne pas non plus céder aux miroirs, aux alouettes quoi. Et de garder toujours en tête l'efficience plus que l'efficacité. Voilà. Merci.